Et c'est YouTube et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le CEA à Grenoble. Vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est là où je fais mon stage de fin d'année. Hop là, le vélo il est garé. Je vais vous faire découvrir tout ça, vous allez voir, c'est vachement passionnant. Labo il est au 5e étage, il y a un ascenseur mais j'aime bien aller en escalier comme ça me réveille un peu le matin. On y est presque. Alors là vous avez les bureaux. Les bureaux et le labo là-bas. Hello, ça va? Et voici mon petit bureau. Alors il y a deux choses que je fais le matin. Premièrement, quand j'arrive, je fais un peu de mail, je regarde un peu les codes, je me rappelle de ce que j'ai fait hier. Et ensuite, je fonce directement au laboratoire. Donc c'est ici, le laboratoire du CEA de caractérisation. Et je vais dans ma petite salle secrète, juste là. Et voilà, ça c'est mon chez moi. Et voici tout ce que je vais utiliser pour caractériser mes détecteurs. Alors, je vous ai pas expliqué vraiment ce que j'étais en train de faire. En fait, le but de mon stage, c'est de caractériser des photodétecteurs. Là, vous avez un cryostat. Donc en fait, c'est une sorte de sous-marin. On met nos détecteurs juste ici. On va mettre de l'azote liquide à l'intérieur pour refroidir nos détecteurs. Le but en fait de ces détecteurs, ça va être d'observer un grain de photon par un grain de photon. Vraiment une quantité de lumière par une quantité de lumière, ce qui est extrêmement faible. Donc la technologie qu'on utilise, ça s'appelle des photodiodes avalanches. Alors j'avais oublié de vous expliquer comment marchent nos photodétecteurs. Alors c'est assez simple. On a deux couches, une dopée P et une dopée N. Une dopée P, ça veut dire pauvre en électrons et une dopée N riche en électrons. Et ce qui va se passer, c'est que ça va créer une différence de potentiel en fonction du nombre d'électrons. Cette différence de potentiel va créer un état métastable et on va la déstabiliser en lui appliquant un champ électrique, qu'on appelle polarisation. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir facilement créer un courant grâce à une petite quantité d'énergie. Ainsi, quand un photon va arriver dans notre détecteur, on va pouvoir facilement ioniser un électron qui va passer de la couche P à la couche N, ioniser d'autres électrons et créer une avalanche, une cascade. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une photodiode avalanche. Le but de cette avalanche-là, en fait, c'est d'avoir un signal assez puissant pour pouvoir l'observer avec un oscilloscope ou avec un ordinateur. Et donc moi, pour essayer de comprendre comment il marche, les performances, etc., parce que c'est très complexe, je caractérise. Donc j'ai un laser ici, un laser là-bas. Donc ça, c'est un laser impulsionnel qui va nous donner un pic de signal. Là, c'est un laser carré, donc on va avoir un signal qui va durer une centaine de nanosecondes. Et comme ça, on va pouvoir déterminer certaines caractéristiques, notamment le gain. En fait, le gain, c'est le nombre d'électrons qui va être produit dans l'avalanche. Donc plus on a un gain fort, mieux c'est. Et pour avoir ce gain fort, il faut augmenter la polarisation. Vraiment, on augmente, on augmente, on augmente. Le truc important à comprendre, c'est que plus on va augmenter cette polarisation-là, plus on va déstabiliser notre jonction et plus les électrons vont partir tout seuls en fait. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on les met à 80 Kelvin, donc à moins 180 degrés, parce que comme ça, les électrons, ils sont moins excités et il y a moins de chances de créer du bruit de fond. Donc des avalanches qu'on veut pas, parce que nous, on veut juste la lumière, on veut pas des électrons qui apparaissent de nulle part. Donc ça, c'est ce que je fais souvent le matin. Précédemment, on a mis ça sous vide parce que si je mettais pas ça sous vide, et l'air qui est ici avec le détecteur, ça ferait de la condensation. Et donc, qui veut dire condensation, ça va faire une buée. Donc en fait, le détecteur il peut plus rien voir. Ça, c'est pas cool. Donc après, j'arrive ici tranquillement, je remplis d'azote mon détecteur et je commence à faire de la caractérisation. Donc, je vais vous montrer à peu près comment ça marche. Là, j'ai mon oscilloscope que je vais brancher à mon laser et à mon cryostat, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir mesurer et synchroniser notre laser avec ce qu'observe notre détecteur et notre oscilloscope. Instant azote. Ça va, ça va. Alors là, on a rempli notre cryostat. Seule chose à faire attention, c'est forcément les éclaboussures pour ça. Lunettes obligatoires, gants obligatoires. Et là, je vais attendre un petit peu parce que l'azote liquide est très très froid, donc moins 180 degrés. Ça va créer énormément de vapeur, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça peut créer de la pression. Il ne faut surtout pas mettre la main ou essayer de bloquer ça, sinon ça peut être assez dangereux. Voilà, regardez. Il va même avoir des moments où on va avoir des points chauds qui vont se former, donc ça va créer des sortes de fontaines d'azote, donc il faut faire très attention à ça. Donc maintenant que c'est froid, on va commencer à mettre notre laser. Donc ici, on a un power mètre qui va être là pour dire oui ou non on veut mettre le laser et surtout pouvoir diminuer la puissance optique. Donc là, je l'ai mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter notre détecteur. Donc là, ça va baisser. Voilà. Au début, c'est assez long. Parce qu'aussi, on a besoin d'attendre que ça refroidisse tranquillement. Vous voyez, déjà, on n'est plus qu'à 6 nanoampères. Et ici, on devrait avoir du bruit de fond. Bon, j'avais oublié de brancher, donc forcément, on n'obtenait rien. Voilà, là, c'est mieux. Donc voilà le bruit de fond qu'on obtient. C'est quand même assez élevé, hein.
le second détecteur, donc la sortie 2, parce qu'ici il n'y a que la sortie 1 et 2 qui sont branchées, on a beaucoup moins de bruit de fond. Si je fais un test, si je vous montre ça, pour éviter des courants électrostatiques, on met ça, donc c'est directement relié à la terre. Comme ça, après, on peut utiliser notre main sans avoir de choc électrique. Et donc potentiellement griller nos détecteurs, parce qu'on n'a pas du tout envie que ça arrive. Et là, comme vous pouvez le voir déjà, on obtient un signal beaucoup plus faible. Et donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est calibrer cette partie-là. Donc je vais bouger la fibre optique et donc la lentille juste là, pour que le laser se focalise directement sur le détecteur et qu'on puisse obtenir un signal. Pour l'instant, c'est pas le cas, sinon on obtiendrait un signal parce que là, notre détecteur, il marche et que notre laser est allumé. Que là, on n'a rien, ça veut dire qu'on n'est pas du tout aligné. Donc souvent, c'est assez long parce qu'il faut trouver exactement l'endroit et une diode, c'est très petit, 14 micromètres. Donc il faut vraiment prendre son temps, faire attention. Et ce qu'on peut utiliser aussi, c'est le courant produit. Si on n'est pas du tout, je pense qu'on n'est pas très loin de notre laser. Si j'augmente pour voir, c'est ça. Là, j'enlève mon laser de 800 et là, je vais le rajouter, touc, bim. Donc, ça veut dire qu'on est juste à côté de notre détecteur. Et voilà, un signal. Donc ça, c'est souvent ce que je fais le matin. Et c'est surtout l'après-midi où je fais beaucoup d'analyse de données, où tout ce que j'ai mesuré le matin, après, je vais essayer de le comprendre, essayer de le décrypter, essayer de voir les caractéristiques de mon détecteur. Vous allez voir, c'est assez stylé. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer le laboratoire. Alors ça, c'est le laboratoire de caractérisation du lyre. Donc ici, vous avez une partie caractérisation de détecteur, un peu astrophysique par là-bas. Là, vous avez des tapes manuelles, notamment là-bas. Donc en fait, on va poser des aiguilles sur notre échantillon pour essayer de lui donner un courant, une tension, etc. Pour déterminer en fait comment il réagit. Donc juste là. Là, vous avez voilà, d'anciens matériels, mais qui marchent toujours très bien. Donc c'est un peu pareil. On va mettre notre détecteur à l'intérieur. Et en fait, pourquoi ils prennent autant de place? C'est pour les mettre au froid. Donc il faut les mettre sous vide, ensuite mettre du froid. Ça, c'est très long, c'est surtout très compliqué parce qu'on va mettre un grand vide. Et donc ça, il faut faire très attention. Et en plus de ça, il ne faut pas que notre matériel il soit froid. Parce que si on touche et qu'on se congèle les mains à moins 180 degrés, ça, c'est très dangereux. Donc en fait, il y a plusieurs couches. Souvent, c'est en double couche, voire en triple couche. Par exemple, ces contenants d'azote, en fait, je peux mettre ma main, c'est pas du tout froid. Parce que tu as eu un contenant là, et à l'intérieur, tu as un deuxième contenant. Et donc ça crée une double couche avec du vide entre eux. Et comme ça, tu peux mettre les mains sans être froid. Et juste à côté, là-bas, là, vous avez la caractérisation laser, mais avec des lasers super puissants. Donc là, il faut faire attention, il faut mettre des lunettes de protection, etc. Il ne faut même pas du tout être dans la salle. Et donc là, ce que vous voyez, c'est mon petit bureau. Je pars directement voir la soutenance d'un de mes amis pour voir ce qu'il a fait durant son stage, etc. et pour voir s'il a bien son diplôme. Ensuite, je reviens, j'ai une petite réunion. Je pense que je vais aller un peu en labo pour faire 2-3 tests. Que j'ai une petite question dans ma tête, ça me trotte. Et aussi faire peut-être 2-3 petits graphiques là, avec, avec mes codes Python. Et après, je pense que cette journée sera finie. Bien chargée, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, allez, on y va tout de suite. Alors c'est sympa, il y a des vélos libre-service, donc on peut les prendre comme on veut. C'est top ça. Donc là on est dans le campus Minatech. Regardez-moi ça, c'est de vie potée. CA, Felma, Grenoble. Et donc je dois rentrer par là-bas je pense. Je suis jamais rentré, je vais découvrir. Je cherche A204. Ça va être par là. Bon bah l'oral s'est bien passé, j'ai eu l'impression. Donc je suis fier de lui. Maintenant c'est parti pour une petite réunion. Bon. Bah, fin de journée tranquillou. On vient de passer, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie à faire des modifications sur ce que j'ai écrit là. On croise les doigts. Je pense que là j'ai 2 jours pour faire toutes les modifications. Voilà à quoi ressemble une journée au CEA. Alors il y a des journées forcément on fait moins de choses, des journées où on fait carrément trop de choses, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Mais globalement c'est à peu près ça. C'est des réunions, des périodes où on va essayer de réfléchir à des solutions, à des choses, essayer de comprendre ce qu'on fait. Je vous avouerai c'est quand même assez stylé, on a des super beaux bureaux, on a des super endroits pour travailler. Dans 1 mois et demi maintenant je pars. J'ai fini mon stage. Dans 1 semaine je rends mon rapport, tout ça. J'ai ma soutenance dans 3 semaines et j'aurai fini mes études. C'est fou. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous dis à plus à la prochaine et merci d'avoir regardé.